dans la continuité des développements qu'on a déjà évoqués, et juste pour répondre à une question qui a été posée lors de la dernière séance, fin de la séance, il y a un étudiant qui m'a posé une question par rapport à la révocation du président du conseil communal. Et là, dans le cadre du statut de l'élu, on a dit que le président du conseil communal dispose du pouvoir de présenter sa démission au gouverneur, comme il y a d'autres possibilités pour le gouverneur de faire révoquer le président, ou bien donc, des possibilités pour le conseil communal de révoquer le président. Donc là, dans le cadre de l'évolution de la décentralisation communale au Maroc, le législateur a essayé au fur et à mesure, à travers les réformes de décentralisation, de renforcer la place du président communal. Donc vous avez déjà une idée sur les différentes attributions du président communal. Maintenant, on va voir donc l'autre revers du médaillon, c'est les situations où le conseil peut révoquer le président du conseil communal. Donc là, le législateur, dans le cadre de la loi 113/14, a posé des conditions très importantes permettant au conseil, on va voir les implications de ces conditions juridiques, permettant au conseil de révoquer le président. D'abord, la première condition, c'est très important, on va voir l'implication de ces conditions-là par rapport au statut de l'exécutif au sein de l'institution communale. D'accord ? Parmi la première condition, c'est que d'abord, il doit y avoir les 2 tiers, d'accord, des membres du conseil qui inscrivent à l'ordre du jour de la première séance ordinaire tenue par le conseil lors de la 4e année, d'accord, de son mandat, ce qui veut dire que le conseil les 2 tiers ne peuvent déposer la demande de révocation qu'après l'expiration de 3 années de mandat, d'accord. Et on va voir pourquoi 3 ans et non pas la première année ou la 2e année. Donc là, les 2 tiers des membres du conseil peuvent déposer une requête. Oui, pour une demande pour révoquer le président. Cette requête, elle n'est présentée qu'une seule fois durant le mandat du conseil. Donc là, on peut comprendre que d'abord, il doit y avoir les 2 tiers, et là, c'est une majorité considérable. Après la passation, l'expiration de 3 années, donc ce n'est qu'après 3 ans, la première réunion, la première session ordinaire de la 4e année. Et la 3e condition, c'est que cette requête n'est présentée qu'une seule fois au cours des 6 années du mandat du conseil. La 2e condition, c'est que si jamais le président refuse, et c'est tout à fait possible, si jamais le président refuse de démissionner suite à la première décision, à la première requête faite par les 2 tiers des membres du conseil, donc le conseil peut aussi demander par une délibération, là on ne parle pas de requête, mais on parle de délibération, approuvée par les 3 quarts. Vous voyez, la requête c'est les 2 tiers. Là, la délibération de révocation du président doit être faite adoptée par les 3 quarts des membres en exercice c'est pas les membres présents, mais les membres en exercice. Cette requête, cette délibération, elle est présentée, ou bien la décision prise en délibération, elle est présentée au gouverneur, qui doit aussi saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du président. Donc là, vous voyez les conditions qui permettent au conseil de révoquer son président. Pourquoi je dis son président? Parce que au départ, le président, il est élu par qui? Il est élu par les membres du conseil. Donc, il dispose déjà de sa majorité. Voilà. Et donc, il doit y avoir la majorité pour qu'il puisse accéder au poste de président. Donc, c'est comme si on va dire que la majorité veut renverser son président qu'elle a élu auparavant. Donc, là, le conseil demande au gouverneur de demander au juge de révoquer le président. Là, vous voyez que le tribunal doit statuer en fin de compte sur la demande de révocation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Oui.
Le juge administratif, bien sûr, là, parce que c'est le juge administratif qui est compétent en matière de contrôle de l'égalité sur les collectivités territoriales. Quelles sont les constatations à tirer de ces conditions législatives? C'est que d'abord, la loi n'a pas précisé comme les cas de révocation qui sont possibles pour le gouverneur. Donc, le gouverneur peut révoquer le président, mais dans des cas qui sont précisés dans la loi. Alors que pour la révocation qui peut être faite à l'initiative du Conseil, le législateur n'a pas précisé les conditions. À votre avis, pourquoi? Parce que la décision de révocation que peut prendre le Conseil contre sa majorité peut avoir plusieurs traits. Ça peut être pour des considérations politiques, ça peut être pour des considérations de gestion des affaires au sein du Conseil. Donc, on ne peut pas imaginer les conditions qui peuvent pousser le Conseil de se retourner contre son président. Deuxième constatation, c'est que ces conditions législatives concernant la révocation du président par le Conseil permettent un certain renforcement du statut de l'exécutif communal au sein de l'institution de la commune. Donc, vous voyez que pour qu'il soit révoqué, les conditions sont tellement rigides, à tel point qu'on peut dire même parler de l'impossibilité. D'accord? Si on peut pas, ça doit nécessairement entraîner des querelles politiques flagrantes, frappantes entre le président et sa majorité pour qu'elle se retourne contre lui. Donc là, le législateur a essayé de créer une sorte de stabilité de l'institution de l'exécutif pour qu'il puisse mener à bien ses missions. Donc là, vous voyez qu'on ne peut demander la révocation qu'après l'expiration de 3 années. Il doit y avoir, donc, vous voyez, la majorité des 3/4 des membres du Conseil, et en fin de compte, la révocation ne se fait que suite à une décision du Conseil, du juge administratif. Donc là, cette stabilité de l'exécutif communal est l'un des traits fondamentaux, les traits importants de la réforme de décentralisation communale au Maroc. Donc ça, c'est pour le statut. Donc on a fini jusqu'à présent avec le statut de l'exécutif communal. Vous avez tout ce qui concerne ses compétences, ses domaines d'intervention, etc. Oui. En cas de révocation, on passe directement aux élections, effectivement, aux élections anticipées pour qu'il y ait donc l'élection. Je ne parle pas des élections du Conseil, mais juste des élections du président et de son bureau. Maintenant, on va passer à un élément très important dans le cadre de la décentralisation générale au Maroc, c'est le contrôle administratif, d'accord? Ou bien ce qu'on appelle le contrôle de légalité qui a remplacé le fameux contrôle de tutelle, d'accord? Donc, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 145 de la Constitution de 2011, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif. Et là, le gouverneur exerce le contrôle administratif sur les communes. Pour les grandes communes à arrondissement, c'est le wali qui exerce le contrôle administratif. Donc, vous avez deux types de contrôle administratif, d'accord? Il y a le contrôle de la légalité des arrêtés du président du Conseil. Et là, ça nous interpelle le pouvoir réglementaire dont on a parlé. À maintes reprises, on dispose le président communal. Et suite à ce pouvoir réglementaire, le président peut prendre des arrêtés et des décisions administratives. Ces arrêtés sont contrôlés par le gouverneur de la province ou de la préfecture. Et vous avez aussi le contrôle qui s'exerce sur les délibérations du Conseil. Donc là, le contrôle a deux volets, donc contrôle sur les actes du président et contrôle sur les décisions prises en délibération par le Conseil communal. Concernant l'aspect général de ce contrôle de la légalité, d'abord, la loi précise que sont nuls quand on dit la nullité d'une décision ou bien d'une délibération.
Et là, je parle de la décision de nullité prononcée par le juge administratif. Donc, la nullité d'une décision administrative entraîne ipso facto directement sa disparition. On considère comme si la décision, ou bien l'arrêté, comme s'il est nul et non avenu. Ça, quand il s'agit de contrôle de légalité des décisions prises par le président. Le contrôle de légalité se fait soit à l'initiative du gouverneur, dans le cadre du contrôle préalable, et soit à l'initiative des administrés. Si vous faites l'objet d'une décision administrative que vous jugez illégale, vous avez le droit de revendiquer sa nullité au juge administratif. Et c'est à lui de vérifier si la décision elle est légale ou non. Donc la décision de nullité entraîne la disparition de la décision en question. Donc sont nuls de plein droit les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie. D'abord, c'est la première condition. Les délibérations et les arrêtés qui ne font pas partie des attributions du Conseil communal sont nuls de plein droit. D'accord? Et là, je vous ai dit une fois que les compétences des communes, je parle des compétences propres des communes, c'est un domaine réservé à la commune et la commune ne peut intervenir que dans le cadre de ce qui lui est permis par la loi. Donc, toute délibération ou bien tout arrêté qui sort de ce qui est permis par le cadre légal est considéré nul de plein droit. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que le gouverneur qui constate l'illégalité de la décision prise ou bien qui constate que des décisions sont prises, ou des délibérations en dehors de la loi, peut demander au juge administratif de statuer sur la demande de nullité, après, bien sûr, sa saisine par le gouverneur, à tout moment. Ça veut dire que le gouverneur est appelé à contrôler à tout moment les décisions prises par le président du conseil communal. Oui. Il y a la fille qui a posé la question. Les conditions. D'abord, c'est que sont nuls de plein droit, d'accord, les délibérations et les décisions prises en dehors des compétences propres de la commune, d'accord. La première condition. Deuxième condition, le gouverneur dispose de la possibilité de saisir le juge à tout moment. Donc, il n'y a pas de restriction de temps. Donc, à tout moment, à chaque fois qu'il constate que tel arrêté pris par le président du conseil communal est pris en dehors du champ législatif permis ou bien en dehors de la loi, il a le droit de saisir le juge. Donc, vous voyez que le gouverneur dispose d'un contrôle, d'un pouvoir de contrôle administratif, mais il n'a pas le droit de prendre des décisions finales. Par exemple, en cas de nullité, ce n'est pas le gouverneur qui constate la nullité. Oui, bien sûr, il y a une procédure, parce que là, en cas de nullité, par exemple, en cas d'opposition par rapport à une délibération, il demande au Conseil de procéder à une nouvelle délibération pour rectifier ou bien pour prendre en considération les remarques faites. En cas de refus du président ou du Conseil, il doit intervenir auprès du juge administratif. Le gouverneur dispose de plusieurs techniques lui permettant de contrôler la légalité des arrêtés. Oui. Oui. Qui contrôle? C'est le juge. C'est le juge. Oui, le juge, parce que là, le gouverneur considère, par exemple, si le gouverneur considère que tel arrêté pris par le président est illégal. Donc, effectivement, le tribunal doit statuer. Donc, il exerce une autorité juridictionnelle indépendante, autonome de l'appareil administratif. Et là, elle consolide une sorte de démocratisation même au niveau de l'action publique à travers un contrôle juridictionnel autonome, indépendant du contrôle administratif. Donc, ça, en application du principe sacro-saint de séparation des autorités administratives par rapport aux autorités judiciaires.
Donc là, je disais que le gouverneur dispose de plusieurs mécanismes lui permettant de contrôler la légalité des décisions prises par le président ou bien des délibérations du Conseil. Vous avez le droit d'opposition, le droit de substitution, on va le voir, et donc d'autres mécanismes lui permettant d'intervenir dans ce sens. Concernant le droit, et le visa aussi, concernant le droit d'opposition, c'est un droit très important qui permet au gouverneur ou son intérimaire de s'opposer à pas mal de mesures prises. D'abord, il a le droit de s'opposer au règlement intérieur. Et là, vous voyez que c'est un droit très important qui permet au gouverneur de demander au Conseil une nouvelle lecture des décisions prises. Donc, il peut s'opposer au règlement intérieur comme il peut s'opposer aux délibérations du Conseil. C'est ça le droit d'opposition. On va voir les implications de ce droit d'opposition. Parmi les conditions de l'opposition du gouverneur par rapport aux délibérations du Conseil, d'abord, la décision d'opposition doit être motivée, d'accord, en application du principe de la motivation des décisions administratives, d'accord. C'est quoi la motivation? Quand on dit une opposition motivée, justifiée, très bien. Donc le gouverneur doit justifier le pourquoi de son opposition par rapport à la délibération. Donc, oui. Non, pas du tout. C'est le contrôle, ce n'est pas la déconcentration. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste des mécanismes de contrôle qui permettent à l'État de redresser des situations, et aux juges aussi, à l'État à travers le gouverneur, et aux juges de redresser des situations de dysfonctionnement ou bien d'illégalité qui peuvent donc être générées à travers les actes ou les délibérations du Conseil. Donc, ce n'est pas une ingérence, parce que c'est tout à fait acceptable dans un système de décentralisation. On ne peut pas laisser les autorités locales agir et gérer les affaires locales sans qu'il y ait un contrôle. Non, ce n'est pas le gouverneur qui prend la décision finale, c'est le juge. C'est le juge. C'est vrai, on va revenir à la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Je vais reprendre cet aspect du contrôle dans le cadre des répercussions, ou bien des implications, même l'appréciation, si vous voulez, de ce contrôle administratif qu'exerce le gouverneur sur les actes des collectivités territoriales. Donc, l'opposition doit être motivée et notifiée au président du conseil communal dans un délai maximum de 3 jours. D'accord? Et là, la loi insiste sur les délais qui diffèrent selon la nature de l'opposition et selon la nature de l'acte ou de la délibération objet de l'opposition. Donc, l'opposition implique certainement un nouvel examen, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, quand il y a l'opposition qui est écrit, notifié, ceci implique nécessairement un nouvel examen par le conseil de la délibération adoptée. D'accord? Et le juge doit statuer sur la demande de nullité. Nullité de quoi? Effectivement, ou bien de la délibération. Il doit statuer dans un délai de 30 jours. Donc là, pourquoi les délais sont très importants dans ce cadre? Pour ne pas laisser traîner les choses, et parce qu'il s'agit de la gestion vraiment de service public, de la gestion administrative qui est gérée par le principe de la continuité, etc. On ne peut pas bloquer. Oui? De la continuité. Oui, la présomption. Vous voulez parler de la présomption de l'égalité. Oui, donc là, on va voir que les choses ne vont pas toujours selon ce principe-là. Deuxième technique, c'est la technique du visa. D'accord? Le gouverneur peut ou non refuser, donc accepte ou accorde son visa ou refuser le visa pour pas mal de décisions. Donc, sont soumises au visa délibération du Conseil les délibérations suivantes. Et vous avez là, la loi dresse une liste bien précise des délibérations qui ne sont acceptables
qui ne peuvent être exécutés qu'après le visa du gouverneur. Donc, vous allez constater que ces délibérations reflètent, ou bien ces matières reflètent une importance capitale. Donc, c'est des délibérations qui sont prises par rapport à des mesures très importantes et qui ne sont exécutoires qu'après le visa du gouverneur. Donc, vous avez les délibérations relatives au plan d'action communal, la délibération relative au budget. On va constater que les délibérations qui ont un rapport avec les finances de la collectivité sont assujetties au visa du gouverneur. Donc, toutes les délibérations ayant une incidence financière, que ce soit sur les dépenses et les recettes, notamment tout ce qui concerne les emprunts, les garanties, etc., c'est des délibérations qui ne sont exécutées qu'après le visa du gouverneur. Oui, c'est l'accord, c'est l'acceptation. D'accord? Vous avez aussi les délibérations relatives à la dénomination des places et des voies publiques, surtout s'il s'agit d'une commémoration, d'un événement national ou bien d'une personnalité nationale. Il doit y avoir le visa du gouverneur. Les délibérations relatives aux conventions de coopération dans le cadre de l'action internationale décentralisée. D'accord? Et vous avez les délibérations relatives aux créations et aux modes de gestion des services publics locaux. Et là, on constate que ces domaines-là, c'est des domaines très importants et qui reflètent bien sûr la catégorie la plus importante des domaines d'intervention de la commune, surtout quand on évoque la question financière et les questions relatives à la création et la gestion des services publics locaux. Oui. La liste elle est limitée par le législateur, donc il n'y a pas de matière qui peut être inclue, que ce soit par le juge ou bien par d'autres personnes. Elle est limitée. De toute façon, moi je vous ai déjà précisé cette question, c'est que les domaines d'intervention de chaque autorité sont bien délimités par la loi. Et le législateur n'a pas voulu laisser la marge d'interprétation au juge ouvert, parce que là, quand on parle de l'interprétation de juge, c'est tout un pouvoir jurisprudentiel. Donc, des normes jurisprudentielles qui vont essayer d'interpréter la loi. Donc, la loi, elle est claire par rapport au domaine d'intervention et des autorités nommées et des autorités élues. Oui, ça, dans le cadre des attributions des collectivités locales. D'accord? Donc, les délibérations relatives à la gestion... Oui. Oui, c'est le deuxième cas. Ce n'est pas le conseil qui exécute, c'est le président. Non, je vous ai dit un jour que dans le cadre du contrôle administratif, le gouverneur exerce un double contrôle. Il y a un contrôle a priori, avant la tenue de la délibération. C'est un contrôle indirect. C'est vrai parce que, comme je vous ai dit, il participe aux délibérations, il participe au débat, il peut influencer, il peut inscrire à l'ordre du jour des points qu'il estime importants, soit à l'initiative, à la demande du président ou bien à sa propre initiative. Donc là, vous voyez que c'est moyen d'intervention a priori. Mais a posteriori, là, je parle de ce contrôle-là, c'est après la tenue de la délibération. Pour qu'elle soit exécutée, elle doit être avisée par le gouverneur. Donc là, le visa, c'est une technique très importante qui permet au gouverneur d'exercer le contrôle administratif. Donc là, vous avez le cas des délibérations relatives à la gestion déléguée des services publics et des ouvrages publics. Là, on ne parle pas, c'est la création des SDL. SDL, c'est les sociétés de développement local. Donc, pour ces domaines-là, ce n'est pas le visa du gouverneur qui est sollicité, mais c'est le visa du ministre de l'Intérieur, vu l'importance des domaines en question. D'accord? Donc, là, il se pose une question, je me demande toujours, parce que là, à travers l'analyse des lois de décentralisation, notamment la loi 113-14, j'ai constaté que le législateur a accordé au gouverneur la possibilité d'intervenir dans la gestion locale à travers des mécanismes de contrôle de légalité, d'accord,
Le contrôle de légalité, c'est le contrôle de la conformité des décisions et des délibérations à la loi. Mais de l'autre côté, il y a vraiment, je ne sais pas, c'est un silence, parce que là, c'est difficile de qualifier cette situation. Est-ce que c'est un silence, une omission, chose qui est peu probable, du législateur par rapport aux possibilités du président ou bien du conseil de faire recours au juge administratif? D'accord? Là, la question du visa se pose comme un cas très, très frappant, dans la mesure où si aucune décision n'est prise au sujet des délibérations citées, les délibérations qu'on a déjà citées, où le visa est une condition sine qua non de l'exécution de la délibération, là, si aucune réponse n'est donnée, à l'expiration du délai de 20 jours, le visa il est réputé, dans le cadre du refus, le visa, si l'autorité garde le silence, le visa il est réputé accordé, d'accord? Mais si le visa est refusé expressément par l'autorité, là, je me pose toujours la question, que va faire le président? Donc, et là, je parle des issues juridiques pour trancher, pour régler ce problème. Parce que le législateur n'a pas prévu de possibilité de recours devant le juge administratif par, que ce soit le conseil ou bien le président du conseil. Donc là, comme vous voyez, la loi ne prévoit pas la possibilité de recours au juge administratif par le président. Et là, on peut supposer ça comme une sorte de suprématie. Elle est problématique, la situation elle est problématique, c'est vrai, mais ça consacre une sorte de suprématie du gouverneur par rapport au conseil et à son président, puisque là, en cas de refus de visa, d'accord, il n'y a pas de possibilité pour le conseil et le président de solliciter l'intervention du juge pour trancher le litige. Ça, c'est une situation problématique qui a été soulevée dans le cadre de l'analyse de la loi 113-14. Deuxième technique qui permet au gouverneur d'exercer le contrôle de légalité, c'est le pouvoir de substitution. D'accord? Le pouvoir de substitution, c'est un pouvoir qui permet au gouverneur, dans des cas bien limités par la loi, de se substituer au président du conseil communal. Donc, en cas de dissolution du conseil de la commune ou de démission de la moitié au moins de ses membres, soit le conseil il est dissous suite à des conditions qu'on a l'absentéisme ou autre, donc l'incapacité du président de gérer le conseil et d'assurer la police des séances parfois, il se trouve dépassé par le membre du conseil pour assurer une sorte de stabilité au sein de cette institution. Il peut être démis, donc il y a plusieurs cas qui sont précisés dans la loi. Donc là, au cas de dissolution du conseil, d'accord, ou la démission de la moitié de ses membres, le ministre de l'Intérieur a le droit de nommer une délégation composée de 5 membres, y compris le directeur de la commune. Le directeur qui a remplacé, je vous l'ai déjà dit, qui a remplacé l'ancien secrétaire général de la commune. Donc, cette délégation, qui est composée de 5 membres, y compris le directeur, elle est présidée par le gouverneur. Donc, c'est le gouverneur qui préside cette délégation et la loi accorde au gouverneur le droit d'exercer les attributions du président. D'accord? Et là, donc, il assure les attributions du président et au bout de 3 mois, il doit y avoir donc l'élection de nouveaux conseils. Donc c'est comme s'il essaie de gérer dans le cadre du principe de continuité du service public, d'assurer la continuité de la gestion des affaires locales et il se substitue au président. Donc là, c'est la 3e possibilité qui permet au gouverneur d'assurer une sorte de contrôle administratif sur le conseil et le président. Dans quel cas, là on se pose aussi la question suivante, toujours dans le cadre du contrôle de légalité, dans quel cas le gouverneur saisit le tribunal administratif en référé. D'accord?
parce que la saisine du tribunal administratif se fait selon les délais qui sont prévus par la loi. Le gouverneur peut saisir le tribunal administratif en référé. Ça veut dire quoi en référé? En urgence. Parce que là, oui, en urgence, les affaires ou bien les recours en référé nécessitent l'intervention immédiate du juge. Là, on précise le délai de 48 heures, 2 jours pour trancher le litige. Et là, je reviens à ce que vous avez posé comme question concernant le rôle du gouverneur en la matière et surtout au niveau du recours de nullité des délibérations du Conseil. Donc, le gouverneur peut saisir le juge des référés auprès du tribunal administratif si le président cesse ou s'abstient sans motif d'exercer ses fonctions. D'accord? Dans ce cas, quand le gouverneur constate que le président ne veut plus ou bien il a cessé d'exercer ses fonctions, il a le droit donc bien sûr, après la mise en demeure du président, il a le droit de saisir le juge des référés pour statuer sur l'existence de l'état de cessation ou bien l'état d'abstention dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. Donc le juge doit trancher dans un délai de 48 heures. Pourquoi il va trancher? C'est juste pour prononcer la révocation du président. D'accord? Vous voyez là que les délais commencent à se rétrécir. C'est l'urgence et les référés. Là, le bureau, il est dissous quand le président il est révoqué. Le bureau disparaît avec lui, donc il est dissous et le Conseil est convoqué à élire un nouveau président. Donc là, vous voyez qu'il faut insister sur une chose, c'est que quand le président n'est plus, il est révoqué, il n'est plus président, il ne perd pas sa place en tant que conseiller. Il est membre du Conseil. Il n'a pas le droit de se présenter à nouveau, oui, à la présidentielle. Donc, il reste un membre comme tous les membres du Conseil. En cas d'opposition, et là, on a parlé des cas où le gouverneur peut s'opposer à une délibération ou bien à un arrêté pris par le président. Donc, en cas d'opposition contre une délibération, le gouverneur, et là vous voyez que le gouverneur a le droit de s'opposer. On parle de gouverneur donc, en tant qu'autorité de contrôle administratif. Il a le droit de s'opposer à la délibération. Et plus que ça, il a le droit de faire recours au juge administratif, le juge des référés, en lui demandant de suspendre l'exécution de la délibération en question. D'accord? Vous voyez l'implication de ce droit, de ce pouvoir de recours au juge des référés. D'abord, il constate une illégalité et là on parle de droit, de pouvoir d'opposition, mais il fait recours au juge des référés. Pourquoi est-ce qu'il va faire recours au juge des référés? Pour anticiper l'exécution de la délibération. Parce que le principe fondamental, c'est que le juge des référés intervient, d'accord, pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision administrative, mais il ne tranche pas au fond de l'affaire. D'accord? Il prononce seulement la suspension de l'exécution de la décision. Et c'est au juge de fond de voir s'il est légal ou non. Mais juste, il intervient pour empêcher l'exécution, peut-être parce qu'il va générer des répercussions après son exécution irréparable. L'essentiel, c'est que ça reste largement tributaire de pouvoir discrétionnaire du juge. Mais là, dans cette situation, les choses sont claires. En cas d'opposition contre une délibération, le gouverneur saisit le juge des référés pour suspendre, pour interdire, autrement dit, le président du conseil à procéder à des mesures d'exécution de sa délibération. D'accord? Oui? Effectivement, mais il intervient en référé pour suspendre d'abord, il prononce la décision de suspension, puis après il va vérifier la légalité ou non les deux, effectivement. Oui? Effectivement. Généralement, en principe,
le principe fondamental, c'est que les recours en annulation, c'est des recours qui ne sont pas suspensifs. D'accord? On parle du caractère non suspensif des recours en annulation pour excès de pouvoir. Par exemple, pour vous simplifier la question, si jamais un administré intente un recours en annulation contre une décision administrative, d'accord? Vous n'êtes pas satisfait d'une décision administrative, vous intentez un recours devant le juge, lui demandant d'annuler la décision. Là, le principe, c'est que votre recours, il ne permet pas la suspension de l'exécution de la décision. Donc, l'administration peut procéder à l'exécution de sa décision, même si vous avez intenté un recours. Là, on dit le recours en annulation, il n'est pas suspensif. Donc, en application du principe aussi de la continuité, on ne peut pas bloquer, d'accord, l'activité de l'administration à chaque fois qu'il y a un recours, qui peut être fondé ou non. C'est ça le principe, c'est que le recours en annulation n'est pas suspensif. Dans ce cas, c'est le contraire. C'est que l'opposition du gouverneur entraîne la suspension de l'exécution de la délibération. Pourquoi? Pour éviter des répercussions irréparables par la suite, puisque la délibération est illégale selon l'appréciation du gouverneur. Toutes les décisions prises en application de la délibération vont tomber dans l'illégalité. Donc c'est pour cela que le juge des référés intervient dans ce cadre-là. Concernant le contrôle de légalité, là on a parlé du contrôle de légalité sur les délibérations. D'accord? Maintenant on va voir le contrôle de légalité des actes du président, les actes réglementaires du président, notamment les arrêtés qu'il peut prendre en application des délibérations. La loi précise que la loi 113/14 accorde aussi au gouverneur le droit d'intervenir pour contrôler la légalité des actes du président. Et là, les actes pris par cette autorité dans le cadre du pouvoir réglementaire doivent être notifiés au gouverneur dans un délai de 15 jours. D'accord? Là, vous voyez que le président peut prendre... Vous pouvez venir. Quoi? Parce qu'on a un examen de rattrapage. Oui, c'est de 16 heures. Ah, d'accord, parce qu'on m'avait dit à 14 heures, je suis fait 14 heures. Non, c'est à 16 heures. Après le cours. Oui. Merci. Donc, je disais que les arrêtés pris par le président du Conseil dans le cadre du pouvoir réglementaire doivent être notifiés au gouverneur. La notification, c'est le fait tout simplement d'envoyer donc le PV des décisions prises en matière réglementaire par le président au gouverneur. D'accord? C'est le fait de l'informer de la prise de telle ou telle décision. Donc, ces décisions ou bien ces arrêtés doivent être notifiés au gouverneur dans un délai de 15 jours qui suivent la date de prise des arrêtés. Donc, si le gouverneur garde le silence, ça veut dire qu'il y a, comme le principe, c'est que le silence vaut acceptation. Sinon, il y a l'opposition qui va être suivie par l'intervention du juge administratif. Pour les arrêtés individuels pris par le président, donc les arrêtés individuels, c'est les arrêtés pris par le président dans le cadre de son pouvoir réglementaire et qui visent une personne donc, selon une situation précise. Et là, les arrêtés surtout pris en matière d'urbanisme, parce que là, on a dit que le président dispose d'attributions très importantes en matière d'urbanisme dans le cadre de l'exercice de la police administrative. Ces arrêtés doivent être obligatoirement notifiés au gouverneur, d'accord, dans un délai maximum de 5 jours. Donc là, on a rétréci le délai de 15 jours à 5 jours. Pourquoi? Parce que la première catégorie concerne les arrêtés à caractère général, mais la deuxième catégorie, ça concerne des arrêtés individuels qui peuvent toucher les intérêts des individus surtout en matière d'urbanisme. Et là, cette notification doit être faite
5 jours à compter de la date de leur délivrance aux concernés. Ça, c'est ce qu'on peut dire généralement par rapport au contrôle administratif. C'est clair? Il n'y a pas de question par rapport au contrôle administratif. Donc, ce que vous devez retenir, c'est la nature de contrôle et la place du gouverneur par rapport et au conseil et au président dans le cadre des décisions prises dans ce sens. Maintenant, on va passer, parce que je suis obligée d'aller un petit peu vite, pour donc passer vers la troisième section qui concerne la décentralisation provinciale et préfectorale. Et le dernier point à discuter concernant, et là j'insiste sur l'innovation importante en matière de décentralisation en général et décentralisation communale en particulier, c'est l'introduction dans le cadre des lois des mécanismes de la démocratie participative. D'accord? Et là, si la loi a introduit des mécanismes de la démocratie participative, qui peut me définir ce que c'est que la démocratie participative? Jusqu'à présent, on a insisté sur l'importance de la démocratie élective pour la consolidation de la gestion démocratique des affaires locales. La démocratie élective, c'est le fait de permettre aux populations, aux citoyens, d'élire ceux qui vont gérer les affaires locales à leur place. Il est centré essentiellement sur la technique de l'élection. D'accord? Mais là, la Constitution, elle a introduit un autre mécanisme démocratique, c'est la participation, effectivement, oui, non, c'est pas ça, non. Parce que, oui. Très bien, c'est ça la démocratie participative. C'est le fait de permettre, d'accord, à côté de l'usage de la démocratie élective, de permettre aux citoyens d'être impliqués tout au long du processus, tout au long du travail du conseil communal. Les 6 ans, c'est des années, bien sûr, au bout de ces 6 ans, le conseil va partir, mais quand même, depuis son mandat jusqu'à son départ, les citoyens doivent être impliqués dans la prise des décisions. Et là, on doit faire la distinction entre la coopération avec les autres acteurs et la participation, parce que la participation génère une sorte de participation à la prise des décisions au sein du Conseil. Et là, c'est l'esprit même de l'article 139 de la Constitution qui précise que des mécanismes participatifs de dialogue, d'accord, et de concertation sont mis en place par les conseils des collectivités territoriales pour favoriser l'implication. Là, le Constitution fait renvoi à la création des comités consultatifs qu'on va voir par la suite, et les citoyens et citoyennes ainsi que les associations peuvent exercer le droit de pétition. D'accord? Donc, ce droit de pétition permet aux citoyens d'intervenir, d'influencer et de participer à la prise de décision. D'accord? Donc, concernant la première technique, c'est la création, ça concerne essentiellement la création d'une commission consultative auprès du conseil de la collectivité territoriale concernée. Là, on est dans le cadre de la commune. Donc, auprès de chaque commune, il doit y avoir, et c'est le règlement intérieur de chaque commune qui prévoit les modalités de constitution de ce comité consultatif. Il est composé des représentants du tissu associatif au niveau de la localité, au niveau de la commune, c'est les acteurs de la société civile, et il a chargé l'étude des affaires relatives à la mise en œuvre des principes de l'équité, de l'égalité des chances, etc. Mais ce comité garde toujours tout simplement un caractère consultatif. D'accord? Donc, quand on dit un caractère consultatif, c'est par opposition, si on accepte cette opposition, au caractère participatif. On peut vous consulter sans prendre en considération, sans que vous soyez des acteurs influents
Vous pouvez influencer, mais on ne peut pas imposer au Conseil de respecter nos propositions. C'est là où le constituant a imposé ou bien a prévu une autre technique. C'est celle de la pétition. D'accord? En arabe, la pétition, elle est définie par la loi comme tout écrit. C'est un document écrit, d'accord, et signé. Il doit y avoir l'objet de la pétition. C'est que vous demandez, par exemple, au Conseil de délibérer sur un point qui concerne les habitants de une partie des habitants ou bien tous les habitants, ça dépend. Mais c'est le fait d'inscrire, d'accord, sur un écrit qui est signé par les citoyennes et les citoyens, ainsi que les associations, et qui demande à travers cet écrit au conseil de la commune l'inscription à son ordre du jour d'une question faisant partie de ses attributions. C'est clair? Donc, comment peut-on expliquer ce droit de pétition? C'est la possibilité, d'abord, ça nécessite une connaissance de la part des citoyens des domaines d'intervention de la commune, parce qu'ils ne peuvent pas inscrire dans la pétition une question qui ne relève pas des compétences de la commune. On ne peut pas demander dans une pétition à la commune de réaliser un centre universitaire ou bien un hôpital. Ça n'entre pas dans le cadre de ses attributions. Mais on peut demander à la commune d'intervenir dans la gestion de tel ou tel service ou bien la réalisation de certaines missions, la prise de décision qui relève de son domaine d'intervention qui est bien arrêté par la loi. D'accord? C'est ça la pétition. Donc, c'est un document écrit qui doit être signé par les habitants, par les citoyens et qui doit figurer dans l'ordre du jour de la commune. Quelles sont les conditions des pétitionnaires? Ça veut dire les gens qui signent la pétition. D'abord, nous avons deux catégories de pétitionnaires. Vous avez les citoyens, d'accord, et vous avez les associations. Pour les citoyens, donc, parmi les conditions, vous devez être un résident de la commune. Pourquoi un résident? Parce que là, il doit y avoir des personnes, les signataires doivent être des personnes qui vivent au sein de la commune, qui connaissent le mieux les problèmes de la commune. D'accord? Une personne, le signataire de la pétition doit être une personne qui exerce une activité, d'accord, économique, commerciale ou professionnelle. Soit vous résidez dans la commune ou bien vous exercez au sein de la commune une activité professionnelle. Vous êtes un marchand ou vous faites une activité au sein de la commune. Donc vous êtes concerné de près ou de loin. Soit vous résidez ou bien vous exercez une activité au sein de cette commune. Vous devez être inscrit dans les listes électorales. Et si vous revendiquez vos droits en tant que citoyen, vous devez d'abord être un bon citoyen qui s'inscrit sur les listes électorales. Vous ne pouvez pas demander au président, à la commune, de faire quelque chose alors que vous n'avez même pas participé aux élections. Donc c'est tout à fait logique. Être inscrit sur les listes électorales, avoir un intérêt direct commun, parce que là on est dans le cadre d'intérêt commun dans la présentation de la pétition. Donc c'est ça les conditions par rapport aux pétitionnaires, les individus. Oui, voilà, un intérêt, normalement, quartier ou autre, parce que là, vous avez le nombre qui diffère selon le nombre des pétitionnaires qui diffère selon la taille et le nombre d'habitants de la commune. D'accord? Donc, pour le nombre des signataires, vous avez de 100 et plus. 100 et plus pour les communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 35 000 habitants. Donc, 35 000, il doit y avoir 100 pétitionnaires qui signent la pétition, 200 pour les communes, pour le reste des communes, et 400 pour les communes de plus les communes qui sont dotées généralement de régime d'arrondissement. Donc là, vous voyez que
l'élaboration d'une pétition, elle est tout à fait possible. D'accord? Mais il faut juste que les citoyens aient connaissance de leurs droits dans ce sens. Pour les associations, donc on a vu les conditions prévues pour 400, c'est pour les communes d'arrondissement. Les communes qui sont régies par le régime d'arrondissement, comme le cas du Casablanca, par exemple. D'accord? Pour les associations, les conditions des pétitionnaires associations, d'abord, l'association doit être reconnue et constituée au Maroc, d'accord, depuis plus de 3 ans. Donc, les associations étrangères n'ont pas cette possibilité de présenter des pétitions. Donc, l'association doit être constituée au Maroc, reconnue par les autorités à travers donc, le système de reconnaissance. Depuis plus de 3 ans, donc il doit avoir plus de 3 ans d'existence et fonctionner conformément aux principes démocratiques. Ça veut dire que l'association doit réaliser une sorte de démocratie interne en son sein. Deuxième condition, c'est qu'elle doit être en situation régulière vis-à-vis des lois et des règlements, dans une situation légale, d'accord, avoir leur siège ou l'une de leurs antennes, parce qu'il y a des associations nationales qui ont des antennes locales et territoriales, donc avoir que ce soit le siège ou l'antenne dans le ressort territorial de la commune en question, et avoir une activité en lien avec l'objet de la pétition. D'accord? Donc c'est tout à fait clair pour le droit de pétition. Ce que vous devez retenir, c'est que cette technique permet aux citoyens de participer directement à la prise de décision. Bien sûr, là, on ne parle pas de la démocratie directe, chose qui s'avère impossible, mais on parle d'une démocratie participative qui permet aux citoyens soit d'influencer sur la prise de décision à travers les comités consultatifs ou bien de participer directement à la prise de décision à travers la pétition. C'est clair? Et c'est tout à fait nouveau, que ce soit au niveau de la Constitution de 2011 ou bien au niveau des lois organiques qui prévoient, toutes les lois prévoient ce système de démocratie participative, que ce soit auprès de la commune, de la province, de la préfecture ou bien de la région. Maintenant, on a fini donc avec le chapitre réservé à l'organisation communale. Je crois que c'est clair. On a sauté pas mal de dispositions parce que là, il est impossible de tout cerner parce que, et même quand on parle de l'organisation communale, c'est tellement important dans la mesure où il y a des dispositions nouvelles et là, vous avez pas mal de choses qui nécessitent vraiment, qui méritent d'être évoquées, mais puisque le temps ne nous permet pas de traiter toutes les questions inhérentes à l'organisation communale, donc j'ai essayé, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai essayé donc de toucher les éléments les plus importants de l'organisation communale. Donc on a sauté la question de l'intercommunalité, la coopération institutionnelle, etc. Donc j'espère qu'on aura l'occasion vous aurez l'occasion, Inch'Allah, d'approfondir vos études dans ce sens. Maintenant, on va passer à l'organisation préfectorale et provinciale, l'organisation de la préfecture et de la province. D'accord? Donc là, je reviens à la Constitution de 2011 et même les constitutions précédentes qui ont toutes reconnu la province et la préfecture comme étant une collectivité locale. D'accord? Et je reviens à l'article 2 de la loi 112-14. Donc, je reviens à l'article l'article 2 de la loi 112-14 relative à l'organisation provinciale et préfectorale qui précise que la province ou la préfecture est une collectivité territoriale de droit public, d'accord, dispose de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière
et constitue un échelon de l'organisation territoriale. Donc là, ça résume le cadre, le statut juridique, l'identité juridique de la province et la préfecture. On n'a pas besoin de revenir sur les critères, d'accord, de l'existence d'une collectivité territoriale, etc. On a déjà vu ça. La province et la préfecture se présentent comme une collectivité territoriale qui jouit de garanties juridiques et constitutionnelles à l'égard des autres collectivités territoriales et à l'égard de l'État. Donc, il dispose d'une sorte d'autonomie administrative et financière et il a des compétences avec des organes, etc. À l'image de ce qui se passe au niveau de la commune et au niveau de la région. Mais là, on doit évoquer une question très importante en matière de l'organisation provinciale et préfectorale, c'est que le statut de la province a connu une évolution considérable dans la mesure où, je dis considérable par rapport à la loi aux réformes territoriales de 2015, mais avant 2015, la province et la préfecture, et vous l'avez constaté à travers l'intitulé du chapitre, c'est une collectivité décentralisée à visage déconcentré. On a toujours fait la confusion en matière de décentralisation provinciale entre l'entité en tant que collectivité locale et l'entité en tant que structure déconcentrée. D'accord? Et le cadre juridique qui réglementait la province prêtait toujours à cette confusion. Et on ne savait pas, est-ce que c'est une collectivité locale ou bien une entité déconcentrée dans la mesure où la place du gouverneur au sein de cette institution était déterminante. Ça, d'un côté. De l'autre côté, le statut juridique de la province, même s'il est reconnu par la Constitution comme étant une collectivité locale, n'était pas rehaussé à celui de la commune. D'accord? Il y avait plusieurs éléments qui rétrécissent l'ampleur et l'importance de la décentralisation provinciale et préfectorale, dans la mesure où la province est considérée même dans l'imaginaire collectif comme étant une entité subordonnée à l'État. Elle exerçait une sorte de médiation, coordination entre les... ça a un rapport aussi avec la mission du gouverneur, parce que le gouverneur qui chapeautait la province, il représente l'État au niveau provincial, au niveau local, et il coordonne les services extérieurs, etc. D'accord? Au niveau du statut juridique de la province, et là je vais parler très brièvement au niveau de cette évolution historique. La province, même s'il est considéré comme une collectivité locale par toutes les constitutions marocaines, le législateur lui a donné un cadre juridique qui rétrécit et qui minimise son autonomie locale par rapport au gouverneur, par rapport à l'État. Vous avez déjà, le système provincial était déjà verrouillé au niveau de la Constitution, parce que là, si on prend seulement la Constitution qui a précédé la dernière version, la version de 2011, la Constitution de 1996, qui contenait seulement 2 petits articles qui traitaient de la décentralisation au Maroc. L'article 100 précisait que les collectivités locales au Maroc, c'est les communes, les provinces, les préfectures et les régions. D'accord? Et vous aviez l'article 101 qui précisait que les délibérations des conseils, des collectivités, les délibérations des communes, les délibérations des provinces, des préfectures et des régions sont exécutées par le gouverneur. Donc là, vous voyez que le gouverneur disposait de pouvoirs exécutifs lui permettant de prendre les mesures en exécution des délibérations, par opposition à ce qu'on a vu au niveau de la commune. Au niveau de la commune, depuis 1976, le président communal disposait de pouvoirs exécutifs et il avait le droit de prendre des mesures en exécution des délibérations. Alors qu'au niveau de la province, la préfecture et la région, c'était soit le gouverneur, soit le wali qui exécutait les délibérations des conseils.
Donc vous voyez là le problème se posait au niveau de l'évolution, au niveau de l'importance de l'autorité élue par rapport à l'autorité nommée, par rapport au gouverneur. Donc là on disait que le système il était tellement verrouillé, il ne permettait pas vraiment la gestion démocratique des affaires provinciales et préfectorales. Et c'est ce qui a créé une grande controverse par rapport même au caractère décentralisé de la province et la préfecture. Avec les lois de décentralisation de 2015, notamment la loi 112-14. Et avant la loi, vous avez la province, vous avez la constitution de 2011 qui a accordé à la province, la préfecture, le statut de collectivité locale, c'est pas nouveau, mais qui a intégré la province et la préfecture dans tout un système de gestion décentralisée des affaires locales. Donc la loi 112-14, c'est là où il y a, je ne dis pas une révolution, dans le sens où le législateur a accordé au président du conseil provincial ou préfectoral le pouvoir exécutif qui était détenu auparavant par le gouverneur ou le wali. C'est ça l'innovation la plus importante, d'accord? C'est le fait de transférer le pouvoir exécutif détenu auparavant par le gouverneur au profit du président du conseil préfectoral ou provincial. C'est ça la grande innovation qui a vraiment, là on peut dire que les choses ont tellement changé, et c'est là où on ose parler de l'axe 2 de décentralisation au Maroc, à côté de la réforme importante de la régionalisation avancée qui fera l'objet de l'analyse dans les séances qui suivent, Inch'Allah. Donc, généralement, nous avons au Maroc l'organisation préfectorale, d'accord, ou provinciale. On m'a déjà posé la question de la différence entre la province et la préfecture. Côté statut juridique, aucune différence. Côté statut juridique, parce que même la Constitution parle de la province ou préfecture. Les lois parlent de province ou préfecture. Donc, elles ont les mêmes attributions, les mêmes compétences, le même cadre juridique, etc. La différence, donc, on peut la dénicher au niveau, oui, au niveau de la sphère géographique et au niveau du découpage territorial, que ce soit de la province ou de la préfecture. Donc, la préfecture, c'est, en quelque sorte, pour simplifier, c'est l'ensemble des communes qui ont un caractère urbain. D'accord? La province, c'est la circonscription administrative qui englobe et les communes urbaines et les communes rurales. Parce que, c'est vrai, vous avez là devant vous le nombre de provinces et préfectures du Maroc. Vous avez 62 provinces et préfectures, le nombre global, d'accord? Et nous avons 49 provinces contre 13 préfectures. Et là, vous avez le nombre des communes, 1503 communes, y compris les communes urbaines et les communes rurales, avec bien sûr la remarque que vous pouvez faire, c'est que le nombre des communes rurales est beaucoup plus important que les communes urbaines. Donc vous avez 1282 communes rurales contre 221 communes urbaines. Je tiens à souligner que le législateur n'a pas fait la distinction dans le cadre de la loi 113-14, il n'a pas fait la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, à l'instar du texte de 2002, tel qu'il est réformé en 2009, où le législateur faisait la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, surtout dans le cadre de l'intercommunalité. D'accord? Donc le législateur n'a pas voulu consacrer cette séparation. Mais à mon sens, puisqu'on a maintenu le régime des provinces et préfectures, c'est comme si on a voulu tacitement laisser cette séparation exister, dans la mesure où il est impossible, inconcevable même à l'heure actuelle, de faire disparaître les communes urbaines du moment où donc, ils ont des caractéristiques qui reflètent vraiment ce caractère rural par rapport
au caractère urbain des communes. Donc là, ce que vous pouvez constater, juste à travers le nombre de provinces et de préfectures, c'est que le nombre de provinces est beaucoup plus élevé, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que le nombre des communes rurales est beaucoup plus important que celui des communes urbaines. C'est là où on peut comprendre cette séparation. Mais d'un point de vue statut juridique, le législateur n'a pas vraiment établi de distinction entre les provinces et les préfectures. C'est clair? Donc maintenant, on va voir le cadre juridique qui réglemente la province et la préfecture en tant que collectivité territoriale. Et là, je signale que les collectivités provinciales et préfectorales, on connaît aussi une évolution très importante, que ce soit dans le cadre de l'organisation du Conseil, au niveau de ce domaine d'intervention et aussi au niveau de ses attributions. Et là, on va constater que le législateur, il a tiré profit des défauts des textes antérieurs et il a essayé d'assurer une sorte de spécialisation des collectivités territoriales selon des domaines d'intervention spécifiques à chaque collectivité, mais tout en gardant des liens entre les différentes collectivités locales. Et il n'était pas question de créer une sorte de séparation rigide entre les collectivités, chose qui ne pourrait être donc inconcevable dans la mesure où, par exemple, la province, c'est un ensemble de communes. Et la région, c'est un ensemble de provinces et de communes. Donc, il est impossible de séparer les mécanismes qui lient ces différentes entités territoriales. Donc, pour le Conseil provincial et préfectoral, je tiens à souligner que le Conseil, c'est en matière de choix démocratique des conseillers préfectoraux, il y a vraiment quelque chose qui rétrécit l'importance de ce choix démocratique. Parce que si on a rehaussé la collectivité en matière de pouvoir exécutif aux autres collectivités, notamment la commune, en matière d'élection ou bien de choix des membres du Conseil, on n'a pas, le législateur, même le constituant, n'ont pas opté pour l'élection des membres du Conseil préfectoral ou provincial au suffrage universel direct. Donc, dans le cadre des trois types de collectivités, vous avez la commune, où les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel direct. Au niveau de la province et la préfecture, les membres du conseil ne sont pas élus au suffrage universel, c'est les élus des élus, on va voir la technique par la suite. Et au niveau de la région, d'accord, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct. Donc là, en application de l'esprit même et de la philosophie de la régionalisation avancée, qui avance bien sûr vers beaucoup plus de démocratisation des instances régionales. Donc, au niveau de la commune, de la province ou la préfecture, les membres du conseil sont les représentants des communes. Ça veut dire que c'est les élus qui viennent et qui représentent les conseils communaux auprès de la province, et la représentation du conseil communal au sein du conseil provincial ou préfectoral se fait selon le nombre de sièges, etc., dont dispose la commune. D'accord? Donc, les membres des conseils des préfectures ou des provinces sont élus par un collège électoral formé des membres du conseil de la commune, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui relève du ressort territorial de la province ou de la préfecture. D'accord? Et vous avez là le code électoral qui précise les modalités d'élection indirecte des membres du Conseil des provinces et des préfectures. Donc c'est un mode de scrutin indirect qui permet la représentativité des communes du ressort territorial de la province ou de la préfecture. Pour le président, il est aussi élu selon un vote public par les membres du Conseil. Et le président, il peut être un élu
au sein du conseil d'une commune, comme il peut être, donc, bien sûr, la règle c'est qu'il soit un conseiller communal, mais une fois représenté au sein du conseil préfectoral, là il peut présenter selon bien sûr sa majorité, sa candidature. Le vote il est public, contrairement à ce qui se passait avant, donc au niveau des lois de décentralisation antérieures, c'est que le vote était secret. Maintenant le vote, que ce soit au niveau, le vote du président, il est public, que ce soit au niveau de la commune, de la province ou de la région. C'est clair? Donc, concernant les attributions de la province et de la préfecture, je ne vais pas m'attarder sur pas mal de détails. Pourquoi? Parce que vous allez constater que le statut de la province et de la préfecture se rapproche amplement, largement de celui de la commune. Que ce soit au niveau, par exemple, du statut de l'élu, à part les incompatibilités, d'accord, au niveau des droits, des obligations, etc., les mécanismes participatifs, en matière d'intercommunalité, etc. Donc, la loi prévoit des dispositions qui se rapprochent à celles de la commune. Donc, inutile de revenir sur ces questions. Nous, on va se focaliser beaucoup plus sur les éléments qui vraiment reflètent une sorte de différenciation entre la commune et la province. D'accord? Donc, j'ai souligné tout à l'heure le mode d'élection des membres du conseil préfectoral et provincial qui diffère de celui du conseil de la commune. D'accord? J'ai parlé des attributions, on va revenir aux attributions du président, mais je vous ai parlé du pouvoir exécutif qui est actuellement accordé, il est retiré du gouverneur, il est accordé au président du conseil préfectoral. Maintenant, on va voir un aspect très important qui permet de dénicher, de souligner la différence entre la commune et la province. Et ça, on va le faire. On va faire le même exercice pour la région ultérieurement. D'accord? Donc, la province et la préfecture bénéficient aussi de de la célèbre trilogie de compétences. Les compétences propres. D'accord, c'est pas consultatif. Donc, la trilogie de compétences, la province dispose de compétences propres, transférables et partagées. D'accord? Ce qui nous concerne le plus, c'est les compétences propres. Et c'est ce qui nous permettra de faire la distinction par rapport à la commune. D'accord? Concernant, vous rappelez, vous avez déjà en mémoire les compétences de la commune, les compétences propres de la commune. D'accord? C'est encore prêt. Donc, rafraîchissez-vous un petit peu la mémoire. Les compétences de la commune. On a insisté sur une compétence très importante, c'est celle de la gestion des services publics, etc. Donc, oui, on va revenir à cette question ultérieurement. Oui, parce que là, en fin de compte, on est appelé à faire un exercice très important au niveau des cours de TD, c'est établir une comparaison entre les trois collectivités et donc établir presque comme un tableau récapitulatif des attributions pour pouvoir faire sortir les éléments, donc les différences entre les différentes collectivités. Parmi les compétences propres de la province ou la préfecture, vous avez, bon, je vais vous lire la liste que vous avez devant vous, et après on va revenir à la comparaison. Vous avez le transport rural, d'accord, en milieu rural, le transport rural en milieu rural, d'accord, la réalisation et l'entretien des voies rurales, s'il vous plaît. D'accord? Donc, le transport rural en milieu rural. Vous avez la réalisation et l'entretien des voies rurales, la mise en place et la réalisation des programmes de lutte contre la précarité et la pauvreté. Là, vous pouvez faire le classement directement. D'accord? Oui? Oui? Ouais, le transport, ce n'est pas les voies. Pour qu'il y ait un transport, il doit y avoir des voies pour assurer le transport. Pas, ça se complète. C'est pas... D'accord? Il y a une complémentarité au niveau d'attribution.
Mais là, il y a une autre sphère géographique qui est prise en considération. Vous avez la lutte contre la pauvreté et la précarité, d'accord? Diagnostic des besoins dans le domaine de la santé, l'habitat et la salubrité. Et là, ça touche quel domaine? Quand on parle de la santé sociale, très bien, c'est le domaine social, d'accord? Diagnostic des besoins dans le domaine culturel et sportif, élaboration d'un plan d'action à l'instar des autres collectivités de la province ou la préfecture, sous contrôle de son président, qui veille à son suivi et à sa réalisation. Et là, vous avez ça, les attributions de la province et la préfecture. Côté descriptif, si on veut revenir donc le nombre des attributions de la province, je parle du nombre, d'accord, et non pas la qualité. Donc le nombre d'attributions par rapport à la commune. Qui est la collectivité qui dispose de plus d'attributions? C'est la commune. On a déjà vu la liste des compétences. Ne serait-ce juste la liste des services publics, elle dépasse largement celle des communes, des provinces et préfectures. Mais là, si on parle de la sphère géographique, là, la province et la préfecture, donc ils disposent des agglomérations beaucoup plus importantes côté géographique. Maintenant, par rapport à la nature des attributions. Oui. Quelle caractéristique peut-on faire sortir, peut-on déduire de cette liste d'attributions de la province et de la préfecture? Vous avez le transport rural, vous avez la lutte contre la précarité, oui. L'infrastructure, c'est pas clair. Et là, vous devez toujours réfléchir par rapport aux compétences propres de la commune. Ça vous dit rien, la nature de ces attributions? Non, je parle seulement de la nature des compétences. C'est des attributions qui touchent deux domaines, le développement du milieu rural et le domaine social. Le domaine développement du milieu rural, d'accord, l'Alam Qarawi, et le domaine social. Quand on parle de l'habitat, la salubrité, on parle par exemple de la santé, etc., c'est tout ce qui concerne le côté social. Et le monde rural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sphère d'attribution, d'intervention de la commune dépasse le monde rural. Donc les communes n'ont pas d'attribution en matière, par exemple, de voies, les voies rurales, ou bien le transport rural. Donc si on veut réaliser une sorte de bloc, réfléchir par rapport au bloc de compétences dont on a parlé la dernière fois, les communes disposent d'attributions en matière de gestion des services publics de proximité, les compétents ou bien les domaines qui touchent de près les besoins des citoyens, que ce soit dans le domaine urbain, d'accord, parce que là, la loi ne fait pas la distinction, donc on va être fidèle à l'esprit de législateur, puisqu'il ne veut pas opter pour cette distinction, mais les provinces et les préfectures doivent agir dans ce domaine-là, notamment le développement du monde rural et le volet social. C'est ce que justifie le fait que l'INDH, par exemple, c'est une politique publique qui est gérée par la province et la préfecture, et non pas par les communes, bien sûr, en collaboration avec les communes et les autres collectivités territoriales, ainsi qu'avec le tissu associatif. D'accord? Donc là, vous voyez qu'à travers cette liste de compétences propres, là, on sent qu'il y a une différence entre la commune et la province ou la préfecture. Donc, si je vous pose cette question, vous n'aurez pas de problème à répondre. Je vous pose la question de bloc de compétences, on va compléter parce qu'il reste inachevé. On va la compléter quand on va travailler sur l'organisation régionale. Et là, on va voir la nature des attributions de la région. Et vous allez constater que chaque collectivité intervient dans un domaine déterminé ou bien dans des domaines déterminés, mais on va voir qu'il y a toujours une complémentarité, très bien, une complémentarité entre les différentes collectivités territoriales.
Ça, c'est pour les... Oui. Les mêmes, au niveau des compétences de la commune, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. La différence entre la commune et la province, au niveau des attributions. La différence, elle est claire. C'est ce qu'on discute tout à l'heure. La différence, donc, on peut la dénicher à travers la nature des domaines d'intervention. D'accord? Donc, si vous faites l'analyse, vous trouverez que les domaines diffèrent. C'est complémentaire, mais il y a une distinction quand même considérable à prendre en considération. Après, les attributions propres, vous avez les compétences partagées. Avec qui? D'abord, qui partage les attributions? L'État. Au départ, c'est des attributions qui sont détenues par l'État et qu'il veut consent de les partager avec les provinces et les préfectures. Donc, vous avez là la liste 4 domaines de compétences qui peuvent être partagées entre l'État et les provinces et préfectures. Vous avez la promotion du monde rural dans les domaines de la santé. On a élargi un petit peu la sphère d'intervention. Vous vous rappelez, au niveau des compétences propres, quand on a parlé du monde rural, c'est au niveau, la province et la préfecture doivent intervenir au niveau du transport rural, d'accord, le transport en milieu rural, et la réalisation et entretien des voies rurales. Et pour les compétences partagées, là on parle, pour compléter, on parle de la promotion, d'accord, du monde rural dans des domaines qui ont un aspect social. Donc, dans le domaine de la santé, la formation, des équipements, de la formation aussi, les équipements et des infrastructures. Donc là, l'État peut élargir la sphère d'intervention de la province, mais toujours dans le monde rural. D'accord? Et là, vous avez notre attribution, c'est le développement des zones montagneuses et des oasis. Ça, c'est une attribution qui peut être partagée entre l'État et les provinces et préfectures. Le désenclavement du monde rural, fait que le UZLA, d'accord? Et là, quand on dit le désenclavement, c'est à travers pas mal de moyens, notamment donc, là, les voies, etc. Et vous avez la participation à la réalisation des routes provinciales. Donc, c'est des compétences qui peuvent être partagées entre l'État et les communes. Les communes et les provinces, parce qu'on ne peut pas écarter les communes, toujours dans le cadre de cette comparaison entre les deux. Il y a une question qui doit être soulignée dans le cadre des attributions partagées, et même par rapport aux compétences transférées, c'est l'exercice de ces compétences qui doit se faire suite à des contrats. On en a parlé, on a déjà parlé de la contractualisation des relations entre l'État et la commune en matière de compétences partagées et des compétences transférables. Et on a dit que le transfert d'une compétence doit se faire dans le cadre d'un contrat bien déterminé. La loi renvoie à un décret, donc un texte d'application qui permettra la réalisation de ce genre de contrat. Donc, le partage peut se faire soit à la demande, c'est pas de la commune, comme c'est écrit, à la demande de la préfecture ou la province, ou à l'initiative de l'État. D'accord? Concernant les compétences ou bien les attributions transférées. Les attributions transférées, ça veut dire que c'est des attributions qui sont détenues par l'État et qu'il peut transférer si les conditions nécessaires sont réunies, le permettent, il peut les transférer aux provinces et préfectures. Et donc, quand l'État transfère une compétence, ce transfert doit être accompagné par un transfert de moyens financiers et humains nécessaires. Et la loi, elle est claire dans ce sens. Donc, la province ou la préfecture exerce les compétences transférées par l'État dans le domaine
le développement social, d'accord, la création et l'entretien des moyens hydrauliques. On a parlé des mêmes compétences pour la commune. Par exemple, au niveau de la commune, on a parlé des petites hydrauliques. Pour la province, c'est les moyens hydrauliques, d'accord, notamment dans le milieu rural. Et là, vous voyez que le législateur insiste sur la compétence de la province pour le développement du monde rural. À chaque fois, il renvoie au monde rural, que ce soit dans le cadre des compétences propres ou bien des compétences partagées ou les compétences transférables. Vous voyez que l'esprit même du législateur tourne autour de cette priorité pour la commune, pour la province et la préfecture, c'est le développement du monde rural et le développement social. D'accord? Donc, ce transfert de compétences doit se faire aussi selon la technique contractuelle et selon les deux principes dont on a parlé la dernière fois. Qui peut me les rappeler? Vous l'avez devant vous. C'est le principe de différenciation et le principe de l'expérimentation. Très bien. Et le principe de la graduation. D'accord? Ces principes, vous les avez bien compris. Aucun problème. Le principe de la différenciation, vous ne l'avez pas compris? Vous l'avez compris, donc c'est clair. Donc, si vous voulez que je vous l'explique encore une fois, il n'y a pas de problème. Oui, vous avez la graduation, l'expérimentation et la différenciation. C'est les trois principes de transfert ou bien de partage. Les principes de transfert ou de partage des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Expérimentation, différenciation et graduation. Il y a aussi la possibilité de l'exercice délégué des compétences provinciales. D'accord? C'est les compétences provinciales et non pas les compétences communales. D'accord? Donc, c'est quoi l'exercice délégué des compétences provinciales? C'est la possibilité, d'accord, pour la province de déléguer ou bien de demander, procéder à une gestion, ou bien à l'exercice délégué de certaines compétences qui sont dévolues à plusieurs communes, à une commune ou bien plusieurs communes. Donc là, la loi permet à la province de demander, soit à son initiative, soit à l'initiative de l'État, de demander l'exercice de certaines attributions qui sont accordées aux communes. D'accord? Donc ça, c'est dans le cadre de la complémentarité dont on a parlé tout à l'heure, où la commune peut demander l'attribution et ou bien la province peut assurer l'attribution à la place de la commune. Donc la loi, elle est claire, elle précise que la province peut procéder à l'exercice délégué de certaines. Donc là, on délègue l'exercice d'une attribution. On a déjà vu la délégation de pouvoir, la délégation de signature, d'accord? La délégation de signature, c'est au niveau, à quel niveau? On a insisté sur cette délégation de signature par rapport au pouvoir exécutif du président. Hein? Très bien, c'est ça. Donc on a dit que le président délègue sa signature. Oui. Le pouvoir, c'est vrai, parce que ça reste sous sa responsabilité. Les actes pris par les vice-présidents restent sous sa responsabilité. Là, on parle d'un troisième type de délégation. D'accord? C'est la délégation de compétences. La délégation d'attribution ou bien la délégation de compétences qui permet, selon le législateur, selon la loi, aux communes, une commune ou bien plusieurs communes, de déléguer certaines de leurs attributions à la province ou la préfecture qui relève de son ressort territorial, donc ça doit être toujours délimité par le ressort territorial de la province, si cela s'avère efficace, soit à l'initiative, comme j'ai dit, de l'une ou de l'autre, ou bien à la demande même de l'État. L'État peut demander à la juge, bien sûr à travers son réseau
donc de contrôle administratif, d'agent de contrôle administratif, peut demander à l'État, l'État peut demander à la province d'assurer une compétence sous cette forme de délégation d'attribution. Donc l'approbation des conseils des communes concernées il est requise dans tous les cas, que ce soit à la demande de l'État ou bien à la demande des communes. La décision doit être validée par une délibération du conseil de la commune. D'accord? Les conseils concernés, que ce soit de la commune ou de la province. Donc là, vous voyez que le législateur essaye toujours de démocratiser ce genre d'action pour donner une allure démocratique à la gestion locale et pour créer des réseaux de coopération entre les différentes collectivités territoriales. On va voir quand même, dans le cadre de la région, cette gestion par délégation des attributions, elle est toujours possible. D'accord? Donc là, on va voir on va passer directement par rapport, on va rester dans le cadre des compétences de la province. La déduction générale qu'on a pu faire, c'est que la province assure ses domaines d'intervention dans effectivement, vous avez le milieu rural, le développement rural et le développement social. Développement rural, développement social. D'accord? Et là, le législateur ne renvoie pas donc à d'autres domaines, même si la province peut intervenir suite à la délégation dans des domaines qui sont reconnus aux collectivités territoriales. Donc là, on va voir aussi le statut du président du conseil préfectoral ou provincial. Et le président du conseil préfectoral ou provincial, je vais donc récapituler ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'évolution du statut du président. Actuellement, selon la loi 112/14, le président, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut me rappeler les attributions de président? C'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Il préside le conseil, il exécute, très bien, il exécute les délibérations du conseil, il est l'ordonnateur du conseil, il exerce le pouvoir d'ordonnateur, d'accord? Oui? Très bien, donc là vous avez la liste des attributions du président du conseil préfectoral. Le plus important, c'est ce que le législateur a essayé de faire une distinction entre l'autorité exécutive et l'autorité de contrôle. Et le président dispose presque des mêmes attributions, des mêmes compétences, la même place que celle du président du conseil communal. Il est l'exécutif, il est l'ordonnateur, il chapeaute et l'administration et vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de la place du président, je vous ai dit qu'il chapeaute l'administration et le conseil. La même chose pour le président provincial. Il dispose de l'administration et il a le droit d'intervenir dans la gestion administrative, de prendre des décisions, etc. Donc, il a les mêmes garanties que le président communal. C'est ce qui justifie le fait de dire que, voilà, actuellement, on peut parler d'une vraie décentralisation provinciale et préfectorale, différemment à ce qui existait auparavant, où le président se trouvait dans une situation de subordination par rapport au gouverneur ou à lui. D'accord? Donc là, j'ai essayé d'énumérer quelques attributions du président, mais vous avez la liste dans le cadre de la loi 112/14. Donc il exécute le plan de développement de la province et c'est lui qui veille à son évaluation et à sa suivi. Donc il prend les mesures nécessaires pour l'organisation de l'administration. C'est ce qui justifie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il chapeaute, il dispose de l'administration et c'est lui le supérieur hiérarchique. Il a le droit de prendre des mesures en matière d'organisation de l'administration. Là, il y a toujours le système de contrôle administratif dont on a parlé. Je tiens à souligner une chose très importante, c'est qu'en matière de contrôle administratif, le gouverneur dispose des moyens lui permettant d'intervenir auprès de la commune et les mêmes procédés de contrôle sont exercés par le gouverneur auprès de la province
et de la préfecture. Donc le gouverneur ou l'ouali au sein de la province ou la préfecture, il exerce double mission au sein de la province parce que lui, il coordonne les services provinciaux et préfectoraux, les services extérieurs de l'État implantés au sein de sa province ou sa préfecture, d'accord? Et il exerce le contrôle administratif sur les délibérations du Conseil et les actes pris par le président. Donc vous pouvez transposer, le copier-coller les domaines d'intervention en matière de contrôle administratif sur la commune au niveau de la province. Il n'y a pas tellement de différence. D'accord? Donc c'est pour cela que je vous ai dit qu'on ne va pas trop s'attarder sur l'organisation provinciale parce qu'on va répéter tout ce qu'on a dit, par exemple, en matière de contrôle administratif, etc. D'accord? La même chose pour le mécanisme de la démocratie participative, à part donc les différences au niveau des nombres des pétitionnaires et des autres, que ce soit les citoyens ou bien les associations. Donc le président, comme j'ai dit, c'est lui l'ordonnateur, il exerce le pouvoir réglementaire. Pourquoi est-ce qu'on lui a accordé le pouvoir réglementaire, à votre avis? Pourquoi le législateur a accordé, il a attribué au président du conseil préfectoral et provincial le pouvoir réglementaire? Réfléchissez un peu parce que ça nous rappelle le pouvoir réglementaire dont dispose le président communal. Et comme je vous ai dit, il faut toujours garder un esprit comparatif par rapport aux deux instances territoriales, par rapport aux deux collectivités territoriales. Pourquoi le législateur a accordé au président communal le pouvoir réglementaire? Parce que c'est lui l'exécutif. Non, ce n'est pas pour responsabiliser, parce qu'il dispose du pouvoir exécutif. D'accord? C'est lui l'exécutif de la collectivité communale. Et pour qu'il assure ce pouvoir exécutif, il doit prendre des décisions. Et les décisions, les arrêter. D'accord? Dispose, donc là, c'est pour cela qu'il dispose du pouvoir réglementaire. La même chose pour le président du conseil préfectoral ou provincial, puisque le législateur lui a attribué expressément le pouvoir exécutif. Ceci, c'est le revers d'un même médaillon. Qui dit pouvoir? Je vous l'ai déjà dit ça hier, quand on a travaillé au niveau des séances de TD sur le pouvoir exécutif. Je vous ai dit que qui dit pouvoir exécutif dit pouvoir réglementaire. La même chose au niveau national. Le gouvernement dispose du pouvoir exécutif et il dispose aussi du pouvoir réglementaire. Donc, ceci n'existait pas avant parce que le président du conseil préfectoral ou provincial ne disposait pas de pouvoir exécutif. C'est pour cela qu'il n'avait pas le pouvoir réglementaire. Donc, c'est intimement lié. Donc, il dispose du pouvoir réglementaire, c'est la possibilité pour lui de prendre des arrêtés en exécution des délibérations. Et il est le supérieur hiérarchique de l'administration et du personnel administratif de la province et de la préfecture. Donc là, vous avez le même système de contrôle administratif. Oui? Bien sûr, il y a le pouvoir de délégation de signature. Et écoutez, au niveau du statut du président, il y a de grandes ressemblances. D'accord? À part donc l'élection du conseil, etc., les domaines d'intervention, au niveau du statut de l'élu, au niveau du contrôle administratif, d'accord? Au niveau de pouvoir de délégation, il y a pas mal de dispositions qui sont tellement qui se ressemblent, que ce soit à ce niveau ou à l'autre. Donc là, vous gardez toujours à l'esprit que les domaines où il y a des différences, d'abord au niveau de la consécration de la démocratie locale à travers le choix des conseillers, d'accord? Au niveau de la commune, c'est le suffrage universel. Au niveau des provinces et préfectures, c'est le suffrage indirect. La différence, on peut aussi la dénicher au niveau des domaines d'intervention, les domaines de compétences. C'est là où il y a
donc les possibilités d'établir une distinction. Mais au niveau du contrôle, il y a pas mal d'autres domaines, c'est presque les mêmes dispositions. D'accord, on va voir ça, même quand on va travailler sur la décentralisation régionale. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on peut dire généralement. Bien sûr, je sais très bien que j'ai sauté pas mal de développements concernant l'organisation provinciale. On s'est attardé, on a consacré presque 3 séances à l'organisation communale parce que c'est la collectivité de base. Et je vous ai dit que les ressemblances entre les différentes collectivités côté statut juridique sont tellement intéressantes. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous écoute si vous avez des questions. Sinon, c'est clair? Oui? Madame, monsieur. Ah. Oui? Oui. S'il vous plaît, votre collègue est en train de poser sa question, s'il vous plaît. Par respect à lui, vous l'entendez. Oui. Oui. Au niveau national. Oui. Non, le Parlement, écoutez, au niveau national, s'il vous plaît, au niveau national, le Parlement a une mission bien claire, une mission constitutionnelle bien claire. C'est la création des lois. D'accord? C'est la production législative. Le gouvernement... Oui. Bon, je ne sais pas, je vois mal ce que vous voulez dire. Si vous voulez vous approcher après la séance, on peut discuter. D'accord? À part ça, il n'y a pas d'autres questions? Alors, vous êtes libre. Moi aussi.